vous écoutez le podcast de l'APM. Aujourd'hui, nous accueillons Pierre-Antoine Marty avec qui nous allons nous projeter dans le futur à l'aide de la science-fiction et de voir les liens qu'on peut faire avec le monde de l'entreprise. Pierre-Antoine est consultant en innovation et il a entamé en parallèle une thèse sur la littérature d'anticipation et les représentations du futur. Tout un programme, hein. Salut Pierre-Antoine, bienvenue. Bonjour, merci. Pierre-Antoine, alors là, il va falloir que tu nous expliques, hein, et pour te présenter, est-ce que tu peux nous raconter ce qui t'a amené à te passionner pour l'anticipation, pour la SF, au point de te lancer dans une thèse sur le sujet? Alors, ce qui est amusant, c'est que je n'étais pas du tout un grand lecteur de science-fiction. Je suis un grand lecteur tout court et je lisais notamment de la science-fiction parmi tout un tas d'autres choses. Pour te faire l'histoire en détail, j'ai commencé mes études en histoire et puis à la fin de mon bac plus 5, à l'époque on appelait ça un DEA, on m'a proposé de faire une thèse et puis j'ai pas vraiment voulu, j'ai voulu continuer j'ai voulu préférer travailler dans le monde de l'entreprise, dans le monde des institutions pour voir un peu le mouvement de l'économie, de la société sous un angle différent, pas forcément dans le professorat ou la recherche. Et puis, j'avais quand même en tête un sujet de recherche. Ça me trottait comme ça. Et puis, au bout d'une dizaine d'années, aussi quand je me suis senti un peu plus prêt à me le relancer dans ce genre de projet, j'ai décidé de plonger dans la thèse. Et pourquoi la science-fiction? Alors, comme je te disais, je n'étais pas un grand lecteur, mais cette idée que j'avais en tête, c'était plutôt de se dire comment est-ce qu'on imagine le futur? Comment elle se projette dans le futur? Qu'est-ce que ça veut dire se projeter dans le futur? Qu'est-ce que ça fait de se projeter dans le futur? Est-ce que ça nous aide à prendre des décisions? Est-ce que ça nous fait peur? Est-ce que ça nous ouvre des portes? Est-ce que ça nous enferme, etc. Et je trouvais que le fait de réfléchir, ma thèse est en histoire, le fait de réfléchir sur, entre guillemets, le sens de l'histoire, la dynamique de l'histoire, par le prisme du futur, c'était un sujet passionnant. Et pour moi, la meilleure porte d'entrée, c'était les livres et les histoires. Et donc, les histoires d'anticipation. D'où ma thèse sur la science-fiction. Alors, bon, Et alors du coup, non, excuse-moi, juste là, je prends la balle au bon. C'est quoi les bouquins sur lesquels tu bases ta thèse là? il y en a énormément, mais disons que j'étudie la science-fiction qui est parue en France dans la deuxième moitié du XXe siècle. Et quand on dit ça, ça veut dire un tas de choses. C'est-à-dire, c'est toutes les traductions venues des États-Unis. Ok. Et aussi la science-fiction française et puis la science-fiction qu'on peut avoir un peu ailleurs. J'ai lu, dans le cadre de ma thèse, environ 200 romans ou recueils de nouvelles. Et donc, il y a tout, hein. Il y a les classiques comme Asimov, Philippe K. Dick, il y a les auteurs français, Gérard Klein, Philippe Curval, les choses plus récentes. Et aussi un minimum. Est-ce que tu as lu les livres d'Alain Damasio? Il est Alors, lyonnais, Alain hein, Damasio, on est sûr. il trône fièrement sur ma bibliothèque, mais comme j'arrête mes recherches au début des années 2000, voilà, c'est Ah, justement ok. au moment où Damasio a pris la plume. Mais effectivement, on pourra en reparler de Damasio parce que Il est très oui, actif dans le monde de la dans le science-fiction. monde de la science-fiction Pour et quelle au-delà, raison, parce qu'il parle un peu de droite et de gauche. pour quelle raison tu as choisi cette période-là, là? En gros, après les années 50 jusqu'à début 2000, c'est... Bah, déjà, c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à vraiment parler de science-fiction. C'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu vraiment beaucoup de livres, que toute la science-fiction arrivait en France et on a commencé à en écrire de manière un peu plus systématique. Mais surtout, ce qui m'intéressait, c'était de regarder notre époque dans laquelle voilà, qui nous a générés, dans laquelle on a grandi, jusqu'à peu près l'an 2000, qui était l'époque, pour certains, de notre enfance ou de l'adolescence, ou je ne sais pas qui nous écoute, mais en tout cas, c'était cette époque-là, et de la voir un peu par le prisme de l'histoire du futur, de voir un peu les grands rêves du futur qui nous ont traversés, qui nous habitent toujours un peu d'ailleurs. Donc voilà aussi pourquoi j'ai voulu étudier le XXe siècle, quoi, qui est un peu notre siècle, ou le siècle qu'on a en héritage avec lequel on doit composer. Et la science-fiction, c'est sérieux alors? C'est un objet de thèse, c'est pas un truc un peu geek, un peu pop culture, comme on pourrait s'imaginer? Est-ce que tu passes beaucoup de temps à devoir justifier que tu as pris cette direction-là pour une thèse? Bah, alors déjà, j'ai trouvé une directrice de recherche qui était tout à fait ouverte à ça, et c'est bien. J'ai envie de dire que la science-fiction, ce n'est pas si sérieux que ça, et c'est une excellente raison justement pour la prendre au sérieux. Parce qu'on raconte des histoires, on se fait plaisir, on se prolonge un peu dans l'univers du futur. Alors c'est vrai qu'il y a le côté un peu pop et voiture volante, mais aussi la science-fiction, ça nous interroge sur le futur de l'humanité, mais sur un prisme de la narration, du roman. Bon, Donc c'est pas si sérieux que ça, mais c'est bien. tu me donnes trop envie d'en savoir un peu plus. Tu as lu 200 livres sur le sujet. Qu'est-ce que tu as appris
Allez, Pierre-Antoine, fais-nous gagner du temps là. On est habitué à avoir des prospectivistes, mais qui s'ancrent dans une autre réalité. Mais dans la SF, il y avait quoi alors de bon dans ces 200 bouquins? Ah, il y a énormément de choses. Il y a toute une gamme de futurs, toute la gamme de futurs qu'on peut s'imaginer. En fait, ce que j'ai appris, je pense, ce que j'ai appris, c'est que le futur est quasiment imprévisible, très difficilement prévisible. Mais que par contre, le fait de se plonger dans tout un tas d'histoires, tout un tas de champs de possibles, plus tu lis des livres qui se passent dans le futur et plus en fait tu te plonges dans plein de possibilités différentes, ben voilà, ça en fait c'est un exercice intellectuel très intéressant pour nous apprendre à appréhender le futur. Après, je vais te dire, bien sûr, bien sûr, il y a des thèmes dominants. C'est-à-dire qu'il y a la place de la technologie, la place de l'intelligence artificielle, la place de l'automatisation. Tout ça, dans la science-fiction, ça prend énormément d'importance. Évidemment, il y a le grand rêve de l'espace, euh, qui alimente en fait beaucoup de contemporains dans la réalité et même dans le monde de l'entreprise, le grand rêve de l'espace, qui a été nourri, peut-être suscité par la science-fiction. Il y a d'autres choses, il y a des préoccupations sur le climat, il y a des préoccupations sur la surpopulation, sur la nourriture. Toutes ces préoccupations-là, le climat évidemment, la peur de l'effondrement, la peur du changement climatique, la nourriture artificielle, comment est-ce qu'on va nourrir tout le monde, la surpopulation. Je pense que c'est vraiment les grands thèmes dominants de la science-fiction sont là. Évidemment, si on creuse un peu, il y en a toute une constellation justement pour continuer sur le thème des étoiles. Mais encore une fois, plus que d'apprendre sur le futur, parce que je pense que le futur est difficilement prévisible, ça m'a donné une attitude vis-à-vis du futur et sur le vaste champ des possibles. D'accord, donc c'est presque tu nous proposes ça comme, presque une hygiène de vie pour les entrepreneurs Mm. qui est de dire finalement c'est Mm. l'exercice qui compte plus, c'est le chemin qui va compter plus que, la destination. C'est ça que je comprends? Oui, alors en fait, la science-fiction, ça nous aide pour l'entrepreneur. Ça peut aider pour faire les deux choses. Les entrepreneurs en général, quand ils se projettent dans le futur, c'est soit dans des exercices de prospective, soit dans des exercices de stratégie, en se disant voilà, je pense que mon entreprise demain va ressembler à ça, dans le cadre d'un monde ou dans une société ou d'un marché qui va ressembler à ceci, dans un champ des possibles un peu limité. Et la science-fiction nous aide à faire deux choses. Déjà, à complètement éclater ce champ des possibles, à aller dans les extrêmes, à aller dans les choses incongrues, dans les choses qu'on se dit a priori imprévisibles, mais qui quand même peuvent quand même finir par arriver. Comme une pandémie Donc ça, mondiale? c'est la première. Comme une pandémie mondiale, exactement. Et ça, on va revenir si tu veux bien après. Ouais. Et la deuxième chose, c'est que ça nous aide à raconter des histoires. Et je pense qu'une entreprise qui monte une bonne stratégie, c'est une bonne histoire. Et une bonne histoire qui se passe dans le futur, bah, c'est une bonne histoire de science-fiction. Voilà, comment on peut imaginer de faire dérouler une histoire, de faire dérouler des personnages ou des institutions, des entreprises dans un cadre futuriste, bah, ça, la science-fiction peut nous aider parce que c'est son pain quotidien. Est-ce que ce que tu constates, c'est que la science-fiction aussi, c'est une façon qui est peut-être plus, avenante, plus sympa, qui fait moins peur de se projeter dans le futur que des trucs un peu plus Oui, alors on a peur du futur. On a peur du futur, ou enfin, on a peur du futur. Le futur, c'est intimidant parce que le futur, c'est l'inconnu. Le futur, on ne peut pas le maîtriser. Le futur, surtout dans notre époque, on parle d'imprévisibilité du futur, de monde volatile, incertain, complexe, etc. Donc, des signes noirs. Le futur, aujourd'hui, il est complexe. Alors, quand on décide de l'affronter, quand un entrepreneur décide de l'affronter, ben, forcément, ça donne un peu des sueurs froides. Bon, en tout cas, il faut vraiment se retrousser les manches. Si on passe par le jeu, la fiction, c'est un jeu. mmh Si on passe par ce dispositif-là, de faire ce pas de côté, de se dire on va raconter une histoire, mais c'est pas la vraie histoire. On va pas la prendre 100% au sérieux. C'est une histoire parmi d'autres possibles. Là, on se décomplexe. Et pour le coup, on lâche un peu la bride. Et on va oser chercher dans notre imagination des choses qu'on ne serait pas forcément allé chercher par un raisonnement plus normal et par un rapport au futur plus dans la stratégie traditionnelle. Alors, je dis pas qu'il faut faire que de la science-fiction, mais je dis que c'est bien d'augmenter euh, ces, euh, ces perspectives sur l'avenir, d'augmenter ces directions stratégiques par un peu de sel, un peu de poivre et d'épices science-fictionnelles et imaginaires. Voilà pour moi le vrai apport de la et science-fiction. alors concrètement, dans une entreprise, toi, tu serais plutôt sur dire, il faut imaginer ça sous forme de séminaire, d'atelier, je veux dire, on crée un instant, un momentum autour de ces sujets-là, quelques jours, quelques heures, on réunit une équipe,
on fait une animation, on va dire, un peu gamifiée, un peu ludique, on ramène, tout cet imaginaire dont tu nous parles? Ou alors c'est, quelque chose qui est plus la routine et c'est plus ancré dans le quotidien de l'entreprise, alors sous une forme, peut-être que tu Mmh. pourras nous Non, définir? je suis d'accord avec toi. Je pense que alors je vais répondre avec 2 choses. Je pense que ça vient plus je conseillerais plutôt en temps normal de le faire, sur des shots d'inspiration. Comme tu dis, des séminaires, des petits moments d'inspiration comme ça, où on fait travailler les gens en groupe et tout ça. Mais ce que je conseille aussi, c'est de laisser toujours une place à, cette fantaisie, à cette imagination en continu, de ne pas avoir peur, de la solliciter tout au long de nos processus de décision et de réflexion stratégique. Bon, évidemment, il faut les augmenter par des moments dédiés, spécifiés, qui vont réussir à mieux nous inspirer, mais ne les cantonnons pas non plus qu'à ces moments et ouvrons la porte à des, à des fantaisies un peu en continu, qui ne sont pas d'ailleurs que des fantaisies, qui sont très utiles en fait. Et bah, alors on va parler de la pandémie parce que quand même, là on peut pas ne pas faire le lien entre science-fiction et pandémie. Par contre, il y a une première question qui me venait, est-ce que c'est une impression seule que j'ai ou est-ce que depuis cet événement qui a touché tout le monde, on est tous concernés par l'avenir, notamment de nos organisations? Autrement dit, dans toute l'organisation, ça s'est répandu, alors qu'avant, ça pouvait peut-être se cantonner à un service innovation ou à un service un peu plutôt tourné sur l'avenir, non, peut-être le codir, le board, je sais pas. Est-ce qu'aujourd'hui tu observes toi que, ça s'est répandu plus ou pas du tout? On est toujours sur, il y a les spécialistes de la prospective dans les organisations, c'est à eux qu'on confie cette mission-là et c'est eux qui vont, maintenant se plonger dans la SF avec toi? C'est une très bonne question. C'est difficile d'y répondre directement. Moi, ce que j'observe, c'est que depuis la pandémie, mon travail sur la science-fiction, il a beaucoup plus de visibilité. Et je pense que justement, depuis la pandémie, on se pose beaucoup plus de questions sur l'avenir. Pourquoi? Parce que on était sur une dynamique. On était sur un futur, je dis pas qui était quand même plus prévisible, on était un peu comme sur des rails. Et avec un champ des possibles, etc. Et cette pandémie est arrivée, elle nous a rappelé que tout ça était très fragile. Et quand il y a eu la pandémie, on a beaucoup parlé du monde d'après, etc. C'était comme un moment où tout s'est stoppé et le temps s'est arrêté et comme si une chaîne s'était brisée et on s'est dit ah, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'on continue? Est-ce que donc la préoccupation pour le futur, elle est devenue beaucoup plus partagée. Les sujets qu'a soulevé la pandémie aussi ils sont très liés à des questionnements qu'on avait avant. C'est-à-dire que c'est une pandémie qui devrait être liée à l'épuisement des ressources, enfin des espaces sauvages, etc. Donc, qu'est-ce qu'on fait du futur de notre planète? On voit qu'il y a un sentiment d'urgence un peu plus important qui germe par rapport à ça. Donc oui, la pandémie, elle a soulevé beaucoup de questionnements sur le futur. Et après, ce qu'elle a fait aussi, c'est elle nous a rappelé qu'il était aussi de plus en plus difficile de le prédire. Parce qu'il y a toujours des événements qui peuvent contrecarrer nos stratégies ou nos perspectives. Donc, elle nous a aussi orientés d'une certaine manière vers la science-fiction, dans le sens où la science-fiction est très forte pour ça, très forte pour imaginer des avenirs quasiment imprévisibles. Il faudrait un onglet science-fiction dans les business plans alors maintenant? Il faudrait un petit onglet dans les démarches de prospective, on appelle ça la wild card, OK. la carte sauvage, celle qu'on retourne et qui change un peu tout. Mmh. Il faudrait effectivement un petit onglet science-fiction. Mais tu sais, il y a un excellent exemple de ce qu'on peut faire de la science-fiction dans le milieu professionnel ou institutionnel en l'occurrence. Je ne sais pas si tu as entendu parler de la Red Team, si tu sais ce que c'est. Non, je sais pas ce que c'est la red team. La Red Team, donc c'est une cellule qui a été mise en place par le ministère des Armées français OK. au sein d'un département qui s'appelle l'Agence Innovation Ça a à Défense. Et voir ils avec ont les recruté une océans rouges ou douzaine. pas du tout? Ça a à voir plutôt avec non, avec plutôt les alertes Ah rouges, OK. d'une certaine OK. manière. La Red Team, c'est l'équipe un peu spéciale qu'on sollicite. Et donc, ils ont recruté une douzaine de personnes. Et ces personnes, elles ont un profil bien particulier, puisque ce sont des auteurs de science-fiction, des dessinateurs de science-fiction, D'accord. ou des designers liés à la science-fiction. Ils font travailler tous ces gens-là pour imaginer les conflits de demain ou les évolutions sociales de Mmh. demain, les perspectives un peu originales avec lesquelles l'armée ou la défense ou même la société de manière générale vont devoir composer. Pourquoi ils ont fait appel à ça? Parce qu'ils ont bien compris que c'était une manière pour eux d'augmenter un peu le, leur imagination, d'augmenter le nombre de pistes qu'ils pouvaient explorer. Alors évidemment, ils ne sont pas lâchés comme ça dans la nature, ils interagissent avec des responsables d'innovation ou de perspectives plus traditionnelles, mais c'est justement dans ce dialogue un peu fécond
qu'il y a des idées intéressantes qui peuvent surgir. Et alors c'est là où Et c'est pardon. oui, Bah, c'est là où toi, tu as un temps vas-y, d'avance vas-y. parce que, là, ce qu'on a vu depuis, la pandémie, c'est que, bah, on est revenu sur des bouquins, hein, bon 1984, on a parlé de La Peste beaucoup. Il y a eu même des films, là, Problemos, le film d'Éric Judor, Mmh. rétrospectivement. Bon, on imagine que dans les 200 bouquins que tu as lus, il y en a forcément un ou 2 qui ont des scénarii qui vont se réaliser quand même Mmh. globalement. Alors toi, tu pars avec un vrai avantage là, hein, tu as le tout le bagage. Tu vas devenir Alors c'est précieux drôle là ce que dans tu les dis. années qui viennent, Pierre-Antoine. Je sais pas, bah, écoute, seul l'avenir le dira et comme je te disais, j'ai du mal à le prédire. Mais effectivement, c'est vrai qu'avec la pandémie, il y a un film tu parlais de La Peste, tu parlais d'autres références, mais il y a un film qu'on a beaucoup cité, évidemment, c'est Je suis une légende. Je Oui, suis une légende avec Will ouais, Smith, mais qui est aussi adapté d'un roman qui a été écrit en fait dans les années 50 et qui parle de quoi? Qui parle d'une pandémie. Et quand tu regardes les premières scènes du film, tu vois des villes complètement désertes. Et en mars 2020, quand il y a eu le confinement, et quand il s'est retrouvé comme ça dans cette sidération de rues complètement vides, avec à Paris, il y avait des canards qui marchaient à côté des parcs, etc. C'était complètement dingue. Bah, les gens se sont dit, on est vraiment comme dans un film, et on est vraiment comme dans Je suis une légende. ouais. Donc encore une fois, il y avait une probabilité pour que ça arrive très faible, mais qui est arrivé. Et oui, plus on va lire de science-fiction, et plus on va se dire ah, au moment où il y avait la pandémie, j'ai pas mal discuté avec des gens qui ont l'habitude de lire La SF. de la science-fiction, ouais, et qui me disaient en fait, nous, d'une certaine manière, ce qu'on est en train de vivre là, Notre cerveau était on l'a prêt déjà vécu. à l'appréhender. Le cerveau était prêt, Ça, c'est exactement. un truc en C'est un innovation, ou en stratégie. On dit oui, souvent qu'à minima, faire l'effort, l'exercice de se projeter, à minima pour que le cerveau, il ait été exercé à envisager l'inenvisageable et que si on a déjà fait ça, mmh, on a des réflexes, quand l'inenvisageable se produit, mmh, quoi. Tu sais exactement, ce qui exactement. pardon, vas-y. C'est presque une hygiène, Ouais, c'est c'est presque ça. une hygiène de vie, une hygiène de business de se dire, de temps en temps, on envisage le pire ou on envisage le meilleur, Ouais, hein, ouais, on envisage des choses complètement rupturistes et je vais te dire que même si ces choses vont pas arriver, ça va nous donner tout un tas d'idées bien sûr. et ça va nous donner tout un tas d'idées qu'on aurait peut-être un peu rechigné à explorer, en temps entre guillemets «normal». Mais aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire le temps normal? Alors tu sais, ça me fait penser depuis tout à l'heure, tu as parlé du monde VUCA et moi je me rappelle très bien que j'ai eu, moi je suis aussi membre APM, hein, et j'ai eu la chance d'accueillir dans mon club Marc Alévi. Marc Alévi, c'est un des Mmh, experts stars de l'APM, hein, et Marc Alévi, lui et son expertise est autour de la complexité et quand lui racontait ça, quand c'était Marc Alévi qui le disait, quand il avait une demi-journée ou 2 heures de conférence pour t'expliquer le fond du propos, globalement, ça portait et puis, dans sa bouche là, on se disait: «Oui, bah, oui, le monde, il est VUCA, hein, clairement». Sauf qu'il y avait que lui, tu vois? Je trouve concrètement qu'il était crédible là-dedans et puis il nous le disait, ça rentrait dans une oreille, ça ressortait par l'autre et puis globalement, tout le monde retournait à ses petites affaires et maintenant, j'entends beaucoup, alors dans le cadre de ce podcast ou à l'APM, d'experts qui disent ça et là, d'un coup, peu importe qui le dit, maintenant tout le monde sait ce que ça veut dire et personne ne peut dire: «Bah, non, c'est pas le cas, en mmh, fait». Non, non, le mmh. monde, il est pas volatile, il est pas incertain, il est pas complexe. Heu, Oui, pourquoi? Parce qu'il nous a fallu expérimenter ça, on l'a tous expérimenté. ouais, Le VUCA, enfin, on a tous eu un cas d'école, vraiment frappant, mais sûrement dans l'histoire, il y en a eu d'autres, hein, plus récemment, enfin assez récemment même. Il y a eu le 11 ouais, septembre, il y a eu la crise des subprimes et cetera, mais là, c'est à un niveau, niveau mondial. vraiment global, puis bon, ça nous a fait vivre des choses complètement inédites. Donc on l'a expérimenté et tu me parlais un peu de ce que peut apporter la science-fiction, ben c'est ça, c'est de l'expérimentation par procuration. Quand on rentre dans une fiction, on vit les choses, mais pour de faux. Mais on les vit quand même, donc on les a déjà plus ou moins un peu vécues. Le temps file trop, trop vite, mais il y a un sujet que je veux absolument aborder avec toi. Il y a la science-fiction qui est en train de se passer dans la vraie vie. Il y a quelques semaines, le groupe Facebook a été rebaptisé groupe Meta et Mark Zuckerberg a annoncé que l'avenir, c'était le métaverse. Et alors, tous les gens qui suivent un peu la SF se sont dit: «Oh, mais ça, c'est Ready Player One», pour ceux qui ont la ref. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce monde-là qui paraissait pareil, totalement surréel et qui, en fait, est devenu réalité sur une conférence? C'est ça qui est le plus hallucinant dans il a pris un Mmh, jour la parole, il y a eu une annonce et ça y est, maintenant, c'est plus Facebook, c'est Meta et l'avenir, les petits loups, mmh, il se passe en 3.0. C'est plus le web 2, c'est le web 3 et c'est les métaverses. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de tout mmh. ça et qu'est-ce que ça te laisse pressentir de l'avenir? Alors ça, tu soulèves un point, à mon sens, très intéressant et capital pour le futur de l'entreprise. Déjà, on peut faire un peu de pédagogie sur ce que c'est que le métaverse, pour les gens qui vont peut-être nous écouter et qui connaissent pas, parce que moi j'en parle souvent en expertise et des fois il y a des gens qui Je connais connaissent pas. pas, C'est une sorte tu de raison. monde virtuel.
parallèle, un monde virtuel parallèle, un peu comme Second Life, un peu comme les Sims. On va pouvoir évoluer en parallèle de nos vies normales. On va pouvoir faire du shopping, on va pouvoir avoir des salles de réunion partagées sous forme d'avatar, etc. Donc ça, c'est le métavers. Et toi, tu parles de Ready Player One, mais moi, je remonte un peu plus loin. Je vais te parler d'un livre qui s'appelle Snow Crash. En français, c'est Le Samouraï virtuel, écrit, il me semble, au début des années 90. Et c'est dans ce livre-là qu'on a inventé le mot métavers. Ah, C'est un livre qui met en scène un environnement virtuel et où les gens se déplacent sous la forme d'avatar. Et il a aussi pas inventé le mot d'avatar, parce que le mot avatar vient de la mythologie indienne. L'auteur, Neil Stephenson, a aussi dit, tiens, ces personnages virtuels, je vais les appeler des avatars. Donc c'est deux mots qui sont devenus dans le langage courant, et incroyable. notamment dans le langage de la tech. Oui, mais c'est une anecdote qui a son poids. Et moi, je suis persuadé que tous ces géants, tu parles de Zuckerberg, mais tous ces géants de la Silicon Valley, les Mark Zuckerberg, Elon euh, Musk. les Elon Musk, évidemment, qui veut aller mourir sur Mars, qui veut faire de la télékinésie, et tous les Jeff Bezos et tous les patrons aussi de Google. Google, le rêve des patrons de Google, c'est de pouvoir Et la virtualiser mort. l'âme humaine et la mettre sur puce. Exactement, faire reculer la mort. Tout ça, c'est des gens qui sont complètement nourris par deux choses. Le transhumanisme, à mon sens, mais le transhumanisme est complètement nourri par une chose, La la science-fiction, science-fiction bien sûr. et la science-fiction. Et aujourd'hui, en fait, on est dans une configuration pour tout un pan de l'économie, qui est cette économie des GAFAM, qui, à mon sens, est directement inspirée de la science-fiction. On dit que ces grands patrons sont des visionnaires. En fait, non, c'est des visionnaires de seconde vue. Les premiers visionnaires, c'était les gens de la science-fiction et qui ont inspiré littéralement tous ces jeunes pousses de la Silicon Valley qui aujourd'hui veulent faire vivre leur rêve de science-fiction. Et oui, les frontières entre la pop culture, entre le monde virtuel, le monde réel, des boîtes qui deviennent les principaux géants mondiaux qui n'existaient pas il y a une poignée d'années. On a basculé dans le Mm. monde d'après, c'est passionnant. Pierre-Antoine, merci pour cet échange. C'est déjà l'heure d'arrêter cette discussion. On aurait pu parler pendant des heures et des heures. Bon, le format que nous impose ce programme, c'est justement de faire un shoot d'infos sur un format court pour que pendant le temps d'un trajet ou un truc comme ça, on puisse avoir une première immersion. Ça donne envie d'avoir accès à l'expertise, à passer la journée, à projeter l'avenir à travers tout ce qu'on peut imaginer. Tu sais que l'ambition de l'APM, c'est d'aider les entrepreneurs à se transformer, à créer de la richesse, à contribuer de façon positive au monde réel qui les entoure et puis demain peut-être le monde Mm. virtuel aussi. Quels conseils tu leur donnerais à ceux qui auraient envie de projeter le futur de leur secteur et de s'immerger, allez, d'ouvrir un peu des boîtes qui jusqu'à maintenant restaient bien fermées Mm. sur Mm. l'étagère de la pop culture? Le conseil que je donne souvent, c'est ouvrez votre imagination et surtout n'ayez pas peur de votre imagination. N'ayez pas peur d'aller chercher de l'inspiration dans des endroits qui vous semblent insoupçonnés ou qui vous semblent incongrus ou illogiques, parce que c'est là que vous allez trouver les meilleures idées. C'est pas seulement dans la science-fiction d'ailleurs. Pour moi, la science-fiction, ça ouvre à cette philosophie-là de l'imagination avec un grand I. Eh ben, c'est un super conseil. Eh ben, un grand, grand merci pour cette discussion super inspirante. Pierre-Antoine, Merci à je te toi, dis à Rally. très bientôt. Salut. À bientôt.